Le rayon surgelé vit une phase paradoxale, une croissance spectaculaire du snacking glacé, un engouement générationnel qui bouscule les formats, mais aussi une pression prix historique et une concentration croissante des mastodontes. Magnum, bientôt coté en bourse, des portefeuilles de glace qui se recomposent. Au milieu de tout ça, une question demeure. Comment une PME peut-elle inventer sa place dans ce paysage ultra balisé et concurrentiel ? Bonjour. Bonjour Salomé. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Et tout d'abord, pour que les auditeurs te connaissent, apprendre à connaître aussi ton parcours, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent ? Merci Salomé. Donc je suis Véronique Lebourge. J'ai bientôt 59 ans. 15 ans d'entrepreneuriat dans un groupe familial. Et une aventure qu'on a montée autour effectivement du dessert surgelé, un petit plaisir sucré. On a la chance d'appartenir à un groupe, comme je dis, familial. Et la marque la plus connue dans notre holding, c'est les chips Bretz. Mais nous avons un certain nombre de métiers qui vont depuis la production de gaz vert avec des méthaniseurs, de la mécanique avec Ferrotech, du négoce avec des sociétés de vente de poulets frais ou de granulés de bois. Mais tout ça, des univers qui sont très différents. Chacun pilote ses entreprises. Et donc, j'ai la responsabilité de 2 sociétés dans le groupe que sont Ecofeutre et puis mon petit coup de cœur, Tilly's. Alors, est-ce que Véronique, tu peux nous parler justement de la naissance de Tilly's ? Parce que effectivement, donc le groupe est composé d'une multitude de marques et de métiers. Et ce matin, tu me présentais effectivement les équipes. C'est une histoire extrêmement intéressante. Et j'aimerais connaître un peu les débuts justement de Tilly's. De Tilly's. Déjà, le nom de Tilly's, c'est le nom d'un petit village dans le Finistère Sud, mais ça n'a strictement rien à voir. On est vraiment dans le marketing. D'accord. On avait vu, suite à une aventure dans la brochette japonaise, qu'il n'y avait pas d'offre de dessert surgelé ou de dessert tout court qui plaisent aux chaînés japonais. C'était la grande mode des sushis qui perdurent, puisque les kiosques continuent de se développer. Et on voyait qu'aux États-Unis, le mochi glacé commençait à prendre sa place. Il y avait également Little Moon qui était en Angleterre, qui était en train de s'implanter. Et en 2017, on a décidé de lancer l'aventure en achetant une machine, un tunnel de surgélation, de prendre un minimum de risques, un investissement qui était raisonnable et raisonné. Et puis c'est comme ça qu'on a démarré avec un certain nombre de collaborateurs, l'aventure de Tilly's et avec le mochi glacé, sans avoir quelle est la tendance ni la suite de ce petit dessert surgelé. Incroyable. Et surtout, aujourd'hui, on voit effectivement un paysage de la grande distribution alimentaire qui se modifie, qui est, on le disait un peu en off, mais porté par des nouvelles générations, de la viralité, etc. J'ai évidemment 1000 questions à te poser sur le sujet. Aujourd'hui, on est dans un univers de la grande distribution française qui exige des preuves. La première chose qu'un distributeur va te dire, c'est combien en rotation, combien en termes de prix, enfin c'est un peu les basiques. Et d'un autre côté, on ne va pas opposer les deux, mais on a une nouvelle génération, la fameuse Gen Z, qui passionne, qui interroge beaucoup avec une façon de consommer qui est différente, beaucoup plus instantanée, aussi portée par les réseaux sociaux et par l'immédiateté. Comment on fait quand on est une PME pour justement se développer avec ces 2 univers entre la rigueur de la grande distribution et ces nouvelles tendances de consommation pour avancer sans brouiller la proposition de valeur ? Déjà, Tilly's a eu beaucoup de chance. C'est qu'on a démarré, alors bien évidemment, il y a eu le Covid et on a été, comme beaucoup, à l'arrêt parce que notre circuit de distribution du mochi était principalement en restauration hors foyer. Mais on a eu une chance incroyable, je te le racontais tout à l'heure. C'est qu'un post sur TikTok d'une petite jeune qui mangeait un mochi devant un Tesco a buzzé. Moi, je pensais au départ que c'était juste une dizaine de millions de vues. En fait, non, ça a été
plusieurs dizaines de millions, voire centaines. C'est devenu un business case aujourd'hui dans les écoles de commerce. Une fois que le Covid on nous a permis de ressortir, on a eu une demande incroyable. Le téléphone sonnait toute la journée au bureau et on n'arrivait pas à faire face à la demande. Quand on raconte cette histoire aujourd'hui, ça fait envie, mais c'est vraiment ce que nous avons vécu. Nous étions incapables de faire face à toute la demande. On accumulait les commandes. Donc voilà, on est parti de ce boom de la demande du mochi. On reste des industriels de l'agro, donc on fait des produits de qualité. Et moi, j'ai une expression que j'utilise en interne, c'est qu'on a une usine sur roulette. Donc, on s'adapte en fait à la demande du marché. On est très exigeant sur la qualité de nos produits. Tous les jours, il y a des tests organo qui sont faits en interne, mais on goûte tout et on est curieux de tout. Donc, on est bien évidemment à l'écoute des marchés, des réseaux sociaux, des tendances. Mais voilà, d'avoir cette flexibilité, cette usine sur roulette, ça nous permet de répondre aussi bien aux attentes de la GMS que du consommateur qui veut être curieux et goûter les nouvelles tendances. Comment on fait quand justement ça nous arrive, de la viralité d'un coup et que tout doit suivre parce qu'on se dit, mais incroyable pour le coup, ça permet vraiment de valoriser une marque et de faire monter la notoriété, ce qui peut être très compliqué à faire, et je le disais un peu en introduction, avec des mastodontes où effectivement sur une catégorie surgelée où il y a des grosses marques qui sont implantées. Et l'avantage, c'est que ça rebat complètement les cartes entre les gros, les petits, etc. On est tous égaux plus ou moins égaux face aux algorithmes quand même des réseaux sociaux où une vidéo peut popper. Et après, il y a tout ce qui se passe derrière en termes de comment je fais pour suivre en production, parce qu'on connaît les bases du commerce, être livré au bon moment, au bon endroit et en bonne quantité, ça fait tout. Comment vous avez vécu la période et c'est quoi les grands enseignements que tu pourrais nous donner ? Déjà, on a eu beaucoup de difficultés à trouver un bâtiment donc pour répondre en termes de taille et de surface. Et on voulait être implanté en Centre-Bretagne puisque c'est le cœur de la famille. Pour pouvoir s'appuyer sur les compétences des autres usines du groupe, des autres entreprises. Donc ça, c'était un premier critère. On a démarré avec des équipements qu'on a adaptés pour faire cette production de mochi, mais on s'est appuyé aussi sur tous les partenaires locaux pour modifier et adapter l'usine. Et quand on a vu que ce boom était effectivement en train de se confirmer, on a pris la décision d'investir massivement dans l'usine pour pouvoir répondre avec des nouveaux tunnels de surgélation à azote, avec de l'automatisation sur les bouts de ligne. Donc, on a ce qu'on appelle de la grosse cavalerie, donc pour pouvoir sortir du kilomètre de mochi, tout en respectant bien évidemment nos exigences et notre souci qualité. Bien sûr. Mais en gardant aussi des lignes de production où on reste flexible. Et puis après, c'est d'augmenter la plage horaire de travail. Voilà, donc, bien sûr. Donc en fait, effectivement, la flexibilité, c'est le maître mot. Et c'est toute la force aussi des PME, quelque part, aujourd'hui. Tout à fait. C'est de pouvoir répondre en instantané, même sur une toute petite série. On essaye de limiter au maximum pour, bien évidemment, ne pas polluer toute l'usine. On a un critère de sélection pour le minimum de quantité, mais voilà, on fait aussi bien de l'énergie ball que du cookie ball, que du mochi glacé, que du macaron glacé. Voilà, on est sur des petites séries, voire des très très grosses séries quand on est sur des clients internationaux, ce qui est le cas pour Tilly's puisqu'on est à plus de 60% à l'export. Mais voilà, on cherche des solutions pour rester avec mon usine sur roulette. Comment on fait je t'avais prévenu, j'ai beaucoup de questions sur comment, parce qu'effectivement, on a beaucoup de distributeurs qui nous écoutent, aussi beaucoup de marques, et qui vivent exactement la même chose, c'est de se dire, mais tout peut partir sur les réseaux sociaux d'une simple vidéo TikTok et en faire effectivement un succès commercial. Comment on fait pour sentir les tendances, pouvoir les suivre, les flairer et d'en faire des opportunités business et d'être agile derrière?
Même si c'est ce que je disais au début de l'interview, j'ai 59 ans, bah, j'ai mon compte TikTok, j'ai mon compte Pinterest, j'ai mon compte Instagram. Donc, on surveille toutes les tendances, tout ce qu'on peut sentir, pressentir. Les équipes aussi, en interne, sont toutes en veille. On s'appuie sur plusieurs personnes au sein d'Utilise, mais également, on a la chance d'avoir une équipe de R&D qui suit les tendances chez Alto Bretz. Et donc, on échange beaucoup avec l'équipe pour regarder. Ben, ils ont eu la tendance fromage sur les chips. Et là, donc, il y a une petite tendance qui s'annonce, pour laquelle on va préparer, bien évidemment, pour la prochaine rentrée, une saveur. Ah là là, tu t'en dis trop, t'en dis trop. Et après, il y a un autre phénomène aussi, c'est de se dire, ces tendances-là, est-ce que c'est des tendances structurelles, conjoncturelles, un effet de mode, une tendance de fond? C'est quoi, toi, sur toutes les années que tu as traversées en agroalimentaire et grande distribution, tes grands enseignements là-dessus? En fait, si je reprends l'exemple là de ce qu'on vient de vivre avec le Dubai Chocolate, on a regardé si effectivement ça prenait sa place et si ça n'était pas que quelques tablettes qui étaient vendues en GMS. Et on l'a vu s'implanter et surtout se décliner sur différents types de produits. Et donc aujourd'hui, la déclinaison du Dubai Chocolate, c'est devenu vraiment un parfum. Donc, on sort aussi notre mochi. On a déjà sorti notre mochi Dubai Chocolate. Donc, c'est devenu un parfum, tout comme le caramel au beurre salé ou le framboise litchi. Bien sûr. Mais on est en veille également sur toutes les petites... les petits signaux faibles. On a parlé du pickles, on a parlé de l'oubé. Le thé matcha, ça faisait partie des saveurs de base. C'était un des premiers mochi qu'on ait lancé. Tout à fait. Mais voilà, on surveille tout ce qui arrive sur les réseaux. On n'a bien évidemment pas les moyens d'un grand groupe, d'un mastodon qui développe des outils grâce à l'IA pour avoir les tendances. Mais voilà, bien évidemment, on est présent sur les salons et on visite les salons aussi pour surveiller ce qui se passe sur le marché. Mais vous avez l'agilité d'une PME, cette usine sur roulette et effectivement, toute l'agilité pour y répondre au mieux à ces nouvelles tendances. Je voulais t'interroger aussi sur cette catégorie du rayon surgelé qui ne fait pas exception. Effectivement, toutes les catégories sont aujourd'hui soumises à une pression du prix parce qu'on a effectivement subi, si ce n'est pas encore le cas, de l'inflation. On a aussi des consommateurs qui sont un peu dans une crise de pouvoir d'achat et qui ont cette sensation de se dire derrière un produit, est-ce que je me fais pas avoir, entre guillemets, et cette notion de quand j'achète, je veux qu'il y ait de la valeur, une vraie proposition de valeur. Pour autant, donc certaines catégories stagnent ou sont en décroissance et souffrent de ce contexte-là, et pour autant on a un rayon du surgelé sucré qui effectivement est en plein rebond. Comment tu l'expliques ? Alors aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a vécu aujourd'hui sur les mochis. C'est en Angleterre, les consommateurs, ils ont dans leur tiroir de surgelé la barquette de mochi. Ça fait partie du petit dessert que tu vas prendre à la fin de ton repas. Tu veux pas prendre quelque chose de trop lourd. Tu vas juste chercher ta petite bouchée glacée. On le voit, c'est une vraie tendance de fond. D'avoir du portionnable, de la petite bouchée plaisir, mais quelque chose qui soit bon, qui soit de qualité. La composition des familles a complètement changé aujourd'hui. Beaucoup de familles monoparentales, les jeunes s'installent en colocation, donc tout à fait. Des petites surfaces, une restauration à l'extérieur, des petits congélateurs. Donc voilà, c'est le développement du produit individuel, de la petite bouchée. Donc on est sur des packaging qui ne prennent pas de place chez le consommateur ou alors un packaging qu'on peut partager. D'où le pot aujourd'hui qui devient très tendance dans le rayon du surgelé. Voilà, on est sur la petite bouchée plaisir, du bon et sans culpabiliser. Et effectivement, le plaisir est encore plus dans ces périodes de crise
ça reste un moteur d'achat, quelque part réconfort pour les consommateurs qui sont prêts effectivement à payer et peu importe le prix quelque part, même s'il y a des seuils psychologiques évidemment à ne pas dépasser. On est aussi sur une catégorie qui est, je le disais et j'y reviens, mais dominée par des grosses marques, des gros mastodontes. Où se situent justement aujourd'hui les poches d'innovation pour des acteurs plus petits? Alors, on n'a pas inventé la bouchée, hein. Magnum a sorti son bonbon. Donc, Oui. voilà, il reste à côté des produits, si on prend le cookie dough, Mm. qui a été dans le pot de glace, hein, et on est reparti du cookie dough pour inventer ce qu'on appelle aujourd'hui le cookie balls. Donc, c'est du cookie dough avec de la glace incrustée. Donc, je veux dire, il y a encore de la place, il y a beaucoup à faire. On arrive, même chose, à travailler des produits. On parlait du Dubai Chocolate, du Kadaif. Il Mm. peut y avoir de l'incrustation. On a fait des mochis en forme de cœur, des mochis avec un cœur fondant. Voilà, donc il y a toujours plein d'innovations qu'on est en train de toujours de développer, y compris avec nos partenaires qui nous fournissent des matières premières et qui arrivent avec des choses très intéressantes. Alors justement, parle-nous-en de la relation que vous pouvez avoir avec vos partenaires. Comment ça marche concrètement quand on veut développer une innovation? C'est quoi un peu les grandes lignes, le process? Emmène-nous, ouvre-nous la porte et explique-nous concrètement comment ça marche finalement. Ça peut partir, la première demande d'une attente client ou d'un prospect qui nous demande un produit et qui a son cahier des charges. Donc, charge à nous de trouver la meilleure solution. Après, on a des équipes qui ont travaillé à l'international, donc qui connaissent, je dirais pas l'ensemble parce que c'est très prétentieux, mais qui connaissent les principaux acteurs dans l'agroalimentaire. Si on parle de la Thaïlande, du Vietnam, de l'Asie en général, il y a des produits qui sont développés qui sont très intéressants. Si on prend en proximité des gens qui travaillent du fruit ou qui vont travailler, je pense au beurre par exemple, dans le Hmm. cookie dough, voilà. On va chercher des produits qui sont soit en proximité et qu'on va faire évoluer, ou alors un petit peu plus loin. On parlait de Loubet. Est-ce que ce sera une tendance de fond? Voilà, on s'appuie sur notre réseau de partenaires qu'on a construit depuis des années. Des années. Ouais, là, sur la petite saveur qui va sortir cet été, qui vient du sud de cet été, au printemps, qui vient du sud de la France. Voilà, on s'appuie sur du sourcing avec notre grand frère Alto Bretz. Donc là, tu as tous les auditeurs qui sont en voiture, qui sont en train de se creuser les méninges et de dire mais quelle est cette fameuse saveur? Est-ce que sur cette catégorie surgelée, il y a encore pour toi des poches d'innovation ou des signaux faibles que vous sentez et où il y a probablement des choses à exploiter? Alors après, ça peut être de l'existant, Oui, mais pour lequel on va développer tout à fait. le format. Ça peut être une des sources d'innovation. On a travaillé notre cookie ball qui aujourd'hui fait 18 grammes Hmm. pour une chaîne de restauration qui est plutôt dans le burger gourmand, généreux, un cookie ball de 30 ou 35 grammes. Hmm. Voilà, on continue sur cette tendance. Ça peut être de développer aussi un cookie balls avec du matcha, par exemple, mais aussi sur le glacé pour diminuer le taux de sucre. À l'inverse, notre cookie ball, quand tu le coupes, il a une forme de figue. Et on a un prospect qui nous a visité au dernier salon de la Nougat, pour lequel on est bien au contraire en train de développer une petite bouchée surgelée très, très gourmande, très sucrée, très généreuse. Voilà, donc il reste encore des choses effectivement à développer, pas simplement avec de la farine de riz ou avec du beurre. Voilà, ça peut être des energy balls aussi qu'on peut proposer avec de la glace. Ça peut être toute cette tendance de produits qui est
protéines, valeur ajoutée. Voilà. Donc, c'est toutes ces innovations qui sont encore dans les tiroirs. Et ce que tu évoques aussi, c'est la spécificité de chacun des marchés. Parce que tout à l'heure, me semble-t-il que tu disais que l'export, c'est à peu près 60% de votre business. Donc, c'est conséquent. C'est pas une part, c'est une part non négligeable. C'est quoi la spécificité du marché français sur le surgelé sucré par rapport justement aux autres marchés étrangers? C'est quoi les facteurs clés de succès où vous vous dites à chaque fois que vous lancez une recette, une innovation, il faut qu'il y ait ces critères-là pour le marché français? Alors, on va pas se le cacher, la tendance en ce moment est plutôt plus compliquée. Le contexte français, mais pas que français, fait que le consommateur ne tire pas le marché du surgelé. Après, je connais pas tous les rayons, mais voilà, ne tire pas le marché vers le haut. Maintenant, le mochi s'est installé dans le fond du rayon. Donc, c'est plus une nouveauté. Quand il s'est implanté en France, c'était les enfants, les millénials qui demandaient à leurs parents d'acheter le mochi glacé. Ensuite, c'est la mamie qui avait les petits-enfants qui venaient en vacances et pour lesquels elle achetait les mochis glacés. Maintenant, pour réussir ce qu'on a vu sur le lancement du Cookie Ball en ce moment, c'est qu'il faut être en proximité. Il faut être sur les réseaux sociaux. Si tu ne communiques pas pour faire connaître ton produit, bien évidemment, c'est travailler avec des Instagrammeurs, avec des influenceurs, de faire des concours, mais pas que. Il faut être présent sur les réseaux et répondre à la demande des consommateurs. S'ils nous demandent je veux retrouver vos cookie balls au Leclerc de Saint-Malo, et ben on va faire en sorte de taguer, de solliciter ce magasin directement. Ou si c'est l'Inter de Clermont-Ferrand, enfin je cite des noms au hasard, mais voilà, il faut être en proximité de la réponse de nos consommateurs. Mais du coup, ça montre encore une fois qu'on est dans un marché qui bouscule les codes parce qu'il y a 5-6 ans en arrière, on n'aurait pas eu effectivement ce type de commentaires-là, cette viralité et cette proximité qui fait que même parfois, c'est le consommateur qui bypass, on va dire, le process, force de vente, etc. Et ça redonne encore plus de pouvoir aux consommateurs. Alors, pour pallier à ces difficultés, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt et qu'on soit dans les rayons. Donc, on crée de la frustration parce que nos clients souhaitent goûter, trouver les produits. Ça veut dire que nous sommes amenés à monter un site internet pour de la vente en ligne, là où on pensait que jamais un consommateur allait mettre 50 € pour acheter des petits desserts. Si, il faut qu'on soit conscient que oui, quand les gens veulent consommer, ils sont prêts à faire la démarche sur Internet. Mais ça veut dire qu'il faut que la grande distribution soit également présente sur les réseaux. Il y en a qui font des posts qui sont incroyables. Ils ont des Instagram qui sont vraiment drôles, qui sont vraiment bons. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent eux aussi sur les réseaux sociaux, plus qu'ils ne sont aujourd'hui, je le pense. Parce que le consommateur remonte ces informations et interpelle le chef de rayon, interpelle le magasin ou le réseau de distribution. Tout à fait. Tout à fait. Et on a en tête l'image du Leclerc Pont-l'Abbé. C'est celui-là que C'était à lui que je pensais. Ouais. Donc là, effectivement, on a parlé de la catégorie, du marché français, de l'innovation. J'aimerais évidemment te poser la question de votre expertise industrielle parce que c'est fondamentalement ce qui fait partie de l'ADN de votre groupe et c'est aussi et souvent cité comme un atout clé de Tilly's. Est-ce que tu peux nous parler des compétences spécifiques, la formulation, la maîtrise du froid, tout le process de façonnage, comment ça marche et qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous êtes bon, peut-être meilleur sans aucun doute que les autres, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de Tilly's aujourd'hui sur ces indicateurs industriels ? Alors déjà, il y a une démarche de fond qui a été mise en place, mais comme tous les industriels de l'agro, c'est d'être certifié. Oui.
Voilà, pour répondre aux critères demandés, donc à minima, une certification. Ensuite, la Bretagne est quand même une terre d'agro, tu le disais Oui, ce c'est vrai. midi. On a beaucoup, beaucoup d'usines et quand on a un conducteur de ligne qui est compétent, c'est vrai que ça fait toute la différence sur le taux de chute, sur le démarrage de la ligne. Voilà. On a des personnes qui sont très impliquées, très investies, qui ont de l'ancienneté et qui nous ont suivis depuis notre petit site en location de Lorient pour venir jusqu'à Crédin en centre-Bretagne. Voilà, donc on a mis en place des dispositifs pour qu'ils puissent nous suivre. Donc, on a du personnel qui est expérimenté et puis on a une équipe de jeunes qui sont très curieux. Ce sont eux qui viennent nous bousculer dans nos habitudes. Et puis, sur toute la partie industrie, bon, bien évidemment, en interne, ça fait plus de 30 ans que Bretz existe. Et donc, on a ces compétences. Ecofeutre est juste à côté également. Donc, on s'appuie sur une expérience dans la maintenance ou... Voilà, donc on a ce réseau, mais également de partenaires qui nous accompagnent, des fournisseurs d'équipements qui nous aident, qui nous challengent également, parce que quand une machine tombe en panne, eh ben on est dans l'observation, mais on est aussi dans l'innovation. On avait travaillé sur Ecofeutre sur une solution pour sprayer des produits sur un bol qu'on a fait pour McDonald's, pour ne pas le citer, un bol à salade. Eh bien, on est reparti de cette technologie pour Tilly's, pour sprayer. Donc voilà, c'est partage de connaissances entre les équipes. Et c'est toute la force, comme tu dis, d'avoir effectivement différents métiers, différents domaines d'activité. J'aime bien la Bretagne dans la mesure où c'est quand même la grande distribution est née en Bretagne. Enfin, avec quand même Leclerc pour ne pas les citer, etc. Donc c'est et Intermarché. Une terre, et Intermarché, tout à fait, avec Monsieur Roche. Oui, Roch. Effectivement. Alors, justement, parlons-en. Tilly's mêle cet ancrage breton et aussi ses inspirations étrangères, internationales. Comment vous faites justement pour vous nourrir de ce qui se fait à l'international, de cet ancrage breton, et comment vous arbitrez entre les différents produits finalement ? C'est pas vraiment de l'arbitrage. Alors, on revendique pas sur nos produits oui, c'est vrai. L'étiquette bretonne. Et puis, on ne revendique pas non plus le côté asiatique du mochi. C'est vrai. C'est un dessert qui est démocratisé. Aujourd'hui, on va regarder les tendances parce que, comme je te l'ai dit, on travaille à l'international et il y a des saveurs qui plaisent. Par exemple, la coco est un goût qui est très segmentant. Donc, on va faire attention aux goûts qui sont appréciés dans chaque pays. Je travaillais hier soir sur le Cookie Bowl au Portugal et ils adorent la glace caramel au beurre salé. Ah oui. Donc, on fait très attention à la consommation qu'il peut y avoir dans les différents pays et on va adapter la recette avec plus ou moins de sel s'il le faut. Voilà. Donc, on étudie les demandes de nos clients qui, en général, ont des cahiers, des charges qui sont quand même très bien construits. Véronique, avec toutes ces saveurs, tu nous mets l'eau à la bouche. Si tu devais choisir un produit, ton produit préféré chez Tilly's, lequel serait ? Ah, c'est difficile parce qu'on sort du rayon surgelé. Donc, en ce moment, on travaille sur des mochis ambiants. Et le mochi ambiant sésame, c'est, comme vous dites, une dinguerie. Donc, voilà, c'est les petites nouveautés du côté de l'ambiant. Allez, mon produit préféré du moment, je pense que c'est le mochi crémeux Dubai Chocolate. C'est vraiment gourmand, tu te fais plaisir avec du chocolat, de la pistache et puis tu as les petits fils de cadaïf qui t'apportent ce croquant. Tu prends pas ce dessert si tu es au régime, quoi. Oui, voilà. évidemment. Mais mon préféré du moment, oui, ce serait celui-là. Après, restent les intemporels comme le citron yuzu, j'adore parce que c'est évidemment une petite fraîcheur. Le matcha aussi est très sympa. Alors, le matcha est très sympa, mais c'est segmentant, comme disent les marketeurs. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Et qui est-ce que vous ciblez
Alors, la Madame Michu, on en parle beaucoup en marketing, mais qui est votre cible, cœur de cible en fonction de vos produits, tu dirais quoi? C'est le jeune 25-35 ans, si on parle de persona, voilà. 25-35 ans, qui est plutôt urbain et qui va recevoir pour faire un apéro dînatoire ou qui veut regarder une série sur Netflix ou autre, voilà, et qui va avoir son dessert dans le congélateur. Ça, c'est notre cœur de cible. Maintenant, Madame Michu, elle est vraiment très présente. Tout à fait. Parce que Madame Michu, quand elle est vraiment gourmande, elle va manger 2-3 mochis glacés dans sa soirée. Et c'est aujourd'hui, le mochi, c'est vraiment du fond de rayon. On le voit avec les partenaires avec lesquels on travaille, ça s'est installé, peut-être avec des gammes un petit peu plus courtes, mais c'est vraiment dans le fond du congélateur. Donc, tout comme il va y avoir la barquette de glace vanille ou chocolat ou le petit pot de glace myrtille, mais voilà, le mochi désormais est dans le fond du rayon. Véronique, je te propose 2-3 petites questions pour conclure cet épisode. Si tu devais me dire une marque que tu regardes ou une catégorie ou un acteur sur le milieu de l'agroalimentaire qui t'inspire, et pourquoi? Ah, question piège. Tu peux prendre le temps de la réflexion. Je peux prendre le temps de la réflexion. Bien sûr. Il y a un produit, c'est les fonds de glace. Ah. Cône. Ouais, Cône, ouais, c'est ça. Bite Cône. Ouais. Je trouve qu'ils ont un positionnement qui est très intéressant parce que c'est la toute petite bouchée et généralement, c'est ce que tu attends quand tu finis de manger un cornet de glace. Je les avais rencontrés au salon Made in France. J'étais un petit peu perdue de vue. Ils sont morbihanais également, mais donc je trouvais qu'ils avaient un positionnement intéressant. Maintenant, ce que j'attends de voir comme produit en termes de tendance, c'est le kombucha. Ils annoncent qu'ils vont manquer 1 600 000 bouteilles pour l'année prochaine, bouteilles ou canettes pour l'année prochaine. Je suis curieuse de voir si c'est un produit qui va s'implanter en fond de rayon également, parce qu'on le sait en termes de compléments alimentaires ou des produits fermentés, c'est effectivement conseillé. Donc voilà, il y a des marques avec des grands yeux sur leurs bouteilles que je regarde avec attention. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast Sans filtre ajouté? Donc, c'est toujours un acteur de la grande distribution alimentaire, fournisseur ou distributeur ou personnalité, etc. Je suis toute oui d'entendre tes envies ou des recommandations. Il y a quelqu'un qui vient de redémarrer une usine de glace. C'est Olivier Bordet, qui est un ancien Leclerc. Et qui redémarre l'aventure Jean-Pi, qui est un producteur de glace en Finistère Nord. Je trouve qu'il a une très belle histoire avec ses magasins, la chocolaterie. Il a des très bons produits. Je suis curieuse de voir comment il va avancer avec Jean-Pi et là où il va se positionner. Je note. Je note. Merci beaucoup, Véronique. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à te faire sur l'épisode, des retours ou qui veulent engager tout simplement la conversation? Sur les réseaux sociaux, que ce soit d'Ecofeutre ou de Tilly's, voilà, je like, donc on peut me retrouver, mais je suis présente sur LinkedIn. Je réponds aux interrogations et je mets un point à essayer de répondre à tout le monde. Merci beaucoup, Véronique. Avec plaisir, Salomé. À bientôt. À bientôt.